Bonjour Xavier. Salut Marie. Toi, ça fait un moment là que tu pratiques le mouvement. Ça fait combien de Moi temps? je pratique depuis en fait 76, parce que j'ai connu Tsuda en 74 avec l'aïkido, enfin avec la pratique respiratoire de Maître Ueshiba. Et je faisais pas le mouvement parce que c'était réservé à des gens un petit peu bizarres. Et en 76, fin 76, l'association qui s'occupait du lieu rue des Épinettes, enfin il y a eu des problèmes, moi j'étais pas du tout dans cette association, je ne sais pas ce qui s'est passé, si bien que M. Tsuda a coupé les ponts pendant un an, et du coup les gens ont continué chacun de son côté, et moi c'est là où j'ai découvert le mouvement avec des gens chez des particuliers en quelque sorte, on allait dans les appartements des uns et des autres, hein, on était un petit groupe de 6 ou de 8, et c'est là où j'ai commencé véritablement le mouvement. Et ensuite, fin 77, on a ouvert un nouveau dojo qui était rue d'Avron. Et là, j'ai continué le mouvement. Mais moi, j'ai découvert le mouvement, en fait, pas par Tsuda, mais par des élèves de M. Tsuda. Donc au départ, j'y comprenais rien. Je déclenchais rien du tout non plus. Et puis, petit à petit, maintenant, ça fait 74, ça fait 40 ans qu'on pratique. Et c'est devenu une chose qui est devenue complètement naturelle pour moi. Comment tu as rencontré Tsuda? Tu parles de l'aïkido? Alors parce que j'ai faisais de l'aïkido dans la banlieue parisienne, et j'avais un copain de club qui lui-même avait des copains qui nous ont emmenés chez M. Tsuda. Tous ces gens-là sont partis, puis moi je suis resté avec M. Tsuda. Pourtant je trouvais son aïkido affreux par rapport à celui de M. Nouquet ou à celui que je connaissais. Mais n'empêche que c'est là où je suis resté, je ne sais pas ce qui m'a accroché, mais c'est là où je suis resté finalement. Qu'est-ce qu'il y avait de différent finalement? Tu dis que tu sais pas. Peut-être au départ le fait de pratiquer déjà le matin, le samedi et le dimanche matin, et puis ensuite tous les jours le matin, mais ça c'était plus tard. Et une ambiance, en aïkido il y avait des gens qui venaient de tous les dojos de Paris en tout cas, et donc chacun venait avec sa démarche. Et M. Tsuda proposait quelque chose de complètement libre. Au départ, on n'y comprenait pas grand-chose, mais petit à petit, j'ai adhéré à ce qu'il proposait, en tout cas pour l'aïkido. Et ensuite pour le mouvement aussi pareil, sauf que le mouvement, je n'ai pas commencé directement avec Tsuda, mais avec les élèves de M. Tsuda. Et qu'est-ce qui t'a fait accrocher finalement au mouvement régénérateur? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Une liberté d'être, quelque chose de très simple. On ne se prenait pas la tête. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est développé, une confiance dans la vie. Une chose très importante aussi pour moi, que ce soit dans la pratique respiratoire de Maître Ueshiba ou dans le mouvement régénérateur, c'est le dépouillement. Pour moi, c'est la grande leçon de M. Tsuda. C'est le fait petit à petit d'accepter, d'accueillir ce qui est sans chercher à acquérir ou à devenir quelque chose ou à acquérir quelque chose qui a fait que c'est cette démarche-là qui m'a parlé de plus en plus en fait. C'est pour ça que pour moi les débutants, ceux qui s'initient au mouvement régénérateur sont exactement à la même compétence que moi. Il n'y a pas de niveau, voilà. Tout le monde fait du mouvement régénérateur sans le savoir. Il n'y a pas besoin d'acquérir quelque chose pour ça. Il suffit d'accepter, d'accueillir ce qui se présente avec bienveillance. Et la vie petit à petit travaille et développe des choses qui permettent aux choses de surgir petit à petit. Et c'est ce qui se passe pour moi. Et ça, je m'en suis rendu compte notamment au niveau physique. Des choses toutes bêtes, quand je suis fatigué, que ce soit au niveau mental, ou au niveau physique, le corps, pour moi, s'élimine notamment par des diarrhées. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui est très facile pour moi. Effectivement, je deviens comme un élastique qui devient de plus en plus souple, ou comme une eau qui devient de plus en plus vive. Quand une eau est morte, elle stagne, elle accumule les choses, et quand elle devient vive, comme un torrent de montagne,
c'est toujours clair parce que ça travaille, les choses s'éliminent petit à petit. Ça n'empêche pas, entre guillemets, les coups durs, les maladies, les petits bobos, etc. Mais on les traverse d'une manière beaucoup plus sereine. On sait que ça va arriver et donc on n'est pas omnibulé par un imaginaire qui t'envahit. Cette notion de liberté intérieure aussi est très importante. Parce que même dans une société contrainte, en fait, on a tout à fait la liberté d'être ce que l'on est et de vivre ce que l'on vit. Et ça, c'est une notion très importante chez M. Tsuda. C'est pour ça qu'il disait qu'on était foncièrement libre. Et ça, je y crois tout à fait. Mais il ne s'agit pas d'une liberté intellectuelle ou avec des grands mots. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose de vraiment intime. Et c'est cette intimité-là qu'on retrouve grâce au mouvement régénérateur. Par exemple, ça fait maintenant 3 ans que j'ai mal au genou, que j'ai du mal à me mettre en sésame, et qui ne m'a pas conseillé de ne pas boire du lait, d'arrêter l'alcool ou des choses comme ça. Non, ça j'y fais plus attention, je m'écoute. Si le corps me dit stop, arrête ça ou ne va pas trop loin, etc. Et petit à petit, je retrouve une souplesse. Mais ça mettra le temps que ça mettra, peut-être que ça ne remettra jamais, peut-être que ça mettra 10 ans avant que je puisse me retrouver en sésame sans être obligé de m'asseoir sur un coussin. Mais en tout cas, il y a cette écoute qui s'est développée avec une confiance dans ce qui se passe. Et ça, c'est très important parce que je n'avais pas du tout avant. Et c'est quelque chose que tu sens qui s'approfondit encore? Oui, ça ne s'arrête jamais. Tu parles de dépouillement au bout de 40 ans de pratique. Est-ce que c'est un dépouillement qui s'approfondit? Absolument, c'est quelque chose. Plus on avance et plus la chose devient naturelle. On n'a même pas besoin de chercher, encore une fois. M. Tsuda n'était pas du tout dans l'acquisition. Donc chercher le dépouillement, c'est quelque chose d'erroné. C'est quelque chose qui vient naturellement. Petit à petit, ça s'installe. Voilà. La respiration s'approfondit sans qu'on cherche particulièrement. La confiance en la vie s'instaure. La liberté s'agrandit. C'est tout un ensemble d'éléments qui fait que on vit plus pleinement. Ce qui n'empêche pas, effectivement, d'avoir des bobos, encore une fois, c'est pas de ça qu'on combat. Hein, il ne s'agit pas de combattre d'ailleurs. Il s'agit d'accepter tout ça et de le vivre beaucoup plus pleinement. C'était toute la philosophie de Noguchi, la vie pleine. Dans l'instant présent. Dans l'instant présent, voilà. Tu as eu aussi 3 enfants au milieu de cette vie de pratique. Oui, alors ça c'est pas évident. Parce qu'on a fait des erreurs, évidemment. Et là aussi, il ne faut pas chercher à essayer de faire comme indiqué M. Tsuda dans ses livres. Ce serait une erreur. Il faut vivre ce qui est. Maintenant, avec le fait de pratiquer depuis longtemps, par exemple avec Yoel, mon petit-fils, c'est beaucoup plus facile. Il me semble en tout cas, que je suis beaucoup plus à l'écoute. Et que c'est plus facile, que je sens beaucoup mieux ce dont il a besoin, de ce dont il n'a pas besoin, quand il faut s'arrêter, quand il faut jouer, quand il faut s'arrêter de jouer, lui proposer des choses, etc. Enfin, on est plus en osmose, mais maintenant j'ai aussi beaucoup plus de bagages, si je puis dire, le fait d'accueillir les choses sans idée préconçue et sans vouloir absolument faire les choses. Et ça, c'est une liberté, justement, qui est très importante. Ouais, le fameux lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise, voilà. Cette rencontre, du coup, avec Tsuda, ça a été aussi une rencontre avec un homme assez particulier? Oui, absolument. Bien qu'au départ, je l'ignorais complètement. Puisqu'il n'avait pas encore écrit ses livres, mais il y a quelque chose qui m'a accroché et je ne sais même pas pourquoi je suis resté, mais en fait le fait est, c'est que je suis resté. Parce que je te connais un peu et je sais que tu parles aikido aussi.
Et par le mouvement, du coup, tu as cette recherche de travailler sur le ki. Tu es très sensible à cette notion de ki. Alors, le ki, là, je suis peut-être sensible, mais je serais incapable de te parler du ki. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose du domaine de la sensation et donc je peux pas partager. C'est comme tu me dirais, le lait, c'est blanc, quand c'est froid, c'est un petit peu sucré, ça vient de la vache, etc. Mais je ne pourrais jamais te faire sortir le goût du lait tant que tu ne l'as pas goûté. Et bien là, c'est un peu la même chose avec M. Tsuda. Il y a l'aspect extérieur, mais ensuite il y a eu quelque chose qui s'est approfondi. Pour prendre un exemple dans la pratique respiratoire, il parlait souvent de kami. Moi, c'est à partir de 82, donc de 74 à 82, donc pendant 8 ans, j'ai entendu parler de kami. Et puis tout d'un coup, il a eu une phrase qui m'a fait tilt en 82, et je me suis dit, tiens, kami, il y a quelque chose. Et je me suis mis à me concentrer uniquement sur kami dans la pratique respiratoire. Et il y a quelque chose qui s'est développé. Quand je parle de kami, je ne sonne pas faux. Si je parle de ki, mon langage n'est pas tout à fait véridique. Alors que kami, je suis sûr de moi, je sais de quoi je parle. Alors c'est quoi kami? Kami, encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait personnel, mais effectivement c'est une respiration qui se développe petit à petit. Avec la respiration s'approfondit, il y a des univers qui s'ouvrent et c'est d'une manière infinie. Et donc petit à petit, il y a des univers à découvrir. Et c'est encore une fois, plus on se dépouille, plus ces univers s'ouvrent. Si on cherche à les égarer, ces univers vont se rétrécir, comme ça, paf. Si je fais Nikyo sur le poignet et que je suis axé sur le poignet, tout mon univers se réduit à ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Si tu fais Nikyo avec quelque chose où tu retournes au divin, là, et tu passes sur une autre dimension. Et petit à petit, il y a ces dimensions qui s'ouvrent. Du coup, dans ce que j'entends, il y a un aspect divin en tout cas, dans la pratique, oui, tout à fait. Ah oui, dans la pratique respiratoire, absolument. Bon, dans le mouvement régénérateur, je dirais moins. Dans le mouvement régénérateur, je pense que Noguchi était quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était que les gens développent leur capacité de vie. Nous sommes des êtres vivants, on est tous le fruit d'une évolution qui dure depuis des milliers d'années. Et cette évolution a été permise parce qu'on a une capacité de vie qui nous permet de nous adapter, de nous transformer, etc. Et chez Noguchi, d'après ce que j'ai compris, il a vu qu'on avait cette capacité, et c'est ça qu'il a cherché à faire sentir aux gens. Quoi. Là où je suis reconnaissant à M. Tsuda, c'est de m'avoir dit, ben voilà, oui, tu es autonome. C'est autonome si tu veux. À toi de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est sans fin. Ah oui, c'est sans fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de résultats, on n'est pas là pour faire atteindre des objectifs, on est sanctionné nulle part. C'est une liberté aussi, c'est cette liberté foncière dont parle M. Tsuda, qui fait que chacun sa démarche. Il n'y a pas un point de vue qui est imposé, c'est vraiment... Non, c'est toi, c'est ton point de vue, c'est toi qui te l'imposes si tu as envie, mais en fait, au fur et à mesure de la pratique, il n'y a même plus de point de vue, tu pratiques. Voilà, tu le fais parce que ça te fait plaisir, il n'y a plus que ça qui compte. Et ça ne stagne pas, c'est comme l'eau qui court, elle ne reste pas là, elle court. Donc ça voyage, ça se découvre, enfin il y a plein de... Et c'est sans arrêt, enfin, ça continuera même au-delà de 3000 ans, si je vis 3000 ans, comme disait M. Tsuda. Voilà.